Savez-vous ce qui s'est passé en France le 14 mai 1967, plus précisément à Saint-Germain-en-Laye? Les férus d'histoire se souviennent forcément de cette date. Cette date marque le départ des troupes américaines du sol français. Ce jour-là, le général de Gaulle a acté le fait que les bases militaires américaines qui étaient encore sur le territoire français devaient plier bagages et retourner chez elles. Quelle était l'idée derrière? L'idée, c'était de dire pour le général de Gaulle que la France devait retrouver son indépendance et son autonomie pour pouvoir se projeter sur le monde entier, non pas comme un vassal des États-Unis, mais comme une puissance à part entière. On pourrait donc se dire que partant de ce fait historique, tout le monde en France comprendrait pourquoi avoir une base militaire étrangère sur son sol peut être un élément gênant. Que nenni! On se rend bien compte aujourd'hui que beaucoup d'analystes nous expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les bases militaires françaises posent un problème en Afrique. Et de manière beaucoup plus globale, pourquoi certains s'en prennent à la présence française sur le sol africain. Dans cette vidéo, je vais vous donner des réponses précises. 10 raisons qui matérialisent la fracture. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement de l'Afrique parce que c'est grâce à ça que ce continent va changer. Donc si tu es nouveau, abonne-toi pour ne rien manquer. Pour ceux d'entre vous qui vivez en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, nous avons sur place une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition en fonction de votre budget pick-up SUV berline. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, nous avons aussi ce qu'il vous faut, contactez nos numéros qui s'affichent ou alors allez dans la barre de description et directement réservez votre place en fonction de l'agenda et des calendriers. Et puis enfin, si ce que vous cherchez c'est plutôt une maison pour vous, pour votre famille, ben là aussi, nous construisons désormais des maisons, principalement à Bingerville pour le moment et nous avons plusieurs programmes en cours. Les visites sur le site se font les samedis à 15 h, donc contactez-nous pour les prochaines visites afin de, pourquoi pas, acquérir votre bien. Alors aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet très important. Depuis pas mal de mois maintenant, on entend parler d'un sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Et je pense qu'il faut tout de suite apporter quelques précisions. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Ceux qui utilisent ce genre d'expression ont tendance à vouloir parfois faire de la manipulation. Parce qu'en fait, les Français ne souffrent de rien en Afrique. À aucun endroit, des personnes sont pourchassées parce qu'elles sont françaises. Au contraire, les Français vivent paisiblement en Afrique, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Douala, bref. Les Français n'ont aucun problème et les Africains n'ont aucun problème avec les Français. Ils vivent là, se marient là, étudient là, font leur business là, sans aucun problème. Par contre, à chaque fois qu'il y a eu des violences, si vous remarquez bien, ça a été contre les symboles de la République française. Les drapeaux brûlés, les ambassades brûlées, certaines entreprises, comme ça peut être le cas au Sénégal, attaquées, parce qu'il y a une volonté de traduire un message très clair. Ce que les Africains ne veulent plus, c'est la persistance de la France-Afrique. On nous a promis à chaque fois, et plusieurs présidents français l'ont fait, en disant « avec moi, c'est la fin de la France-Afrique ». Mais de fait, parce qu'ils sont déjà 3 à l'avoir dit, ça veut bien dire que 2 autres sont arrivés, et ça continue. Mais qu'est-ce que donc la France-Afrique? Pour bien comprendre et aller en profondeur, je vous recommande ce livre, « L'Empire qui ne veut pas mourir », la France-Afrique. L'Empire qui ne veut pas mourir. C'est un livre un peu épais, mais tellement passionnant à lire que je pense que vous comprendrez beaucoup mieux les dessous de la France-Afrique. En gros, la France-Afrique, c'est quoi? C'est un système qui contribue à enrichir certaines élites africaines, mais aussi européennes, au détriment des populations africaines. C'est un système dans lequel des personnes se font des faveurs au détriment, malheureusement, des populations africaines. Ça peut passer par des contrats qui sont signés par des entreprises, ça peut passer par des accords, ça peut passer par des endettements, ça peut passer par plein de mécanismes qui, au final, aboutissent à la même chose. Les populations africaines sont lésées. Voilà pourquoi on peut se retrouver avec un pays comme le Niger, plus de 60 ans après son indépendance, qui est un grand producteur d'uranium et qui est pourtant l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Comment expliquer qu'un pays comme celui-là, avec toutes les richesses qu'il a, soit quand même parmi les pays les plus pauvres? Attention, je ne dis pas que tout est du fait de la France. C'est pas ce que je dis. J'ai bien dit que c'est une relation qui nourrit les 2 parties, mais qui au final appauvrit les peuples. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous les 10 raisons qui ont entraîné la fracture. Les 10 raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine en a marre. Les 10 raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, partout là où il y a la possibilité de revendiquer librement,
on entend des voix qui sortent et qui disent « France, dégage », ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Beaucoup de personnes ne veulent pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe parce qu'ils préfèrent croire à des lubies, ils préfèrent croire à des fantasmes. Et j'espère que cette vidéo va ramener les uns et les autres les pieds sur terre. Première raison, restons dans le sujet, les bases militaires. Les bases militaires sont un point qui fait beaucoup de peine aux Africains parce que personne ne sait finalement à quoi servent ces bases militaires. On a 3 bases militaires permanentes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. À quoi servent ces bases? Est-ce que ces pays sont en guerre? Non. À quoi servent-elles? Parce que dans le cadre de l'OTAN, pour revenir à ce que j'ai donné comme exemple tout à l'heure, les bases américaines sont partout dans l'Europe parce qu'elles sont dans l'OTAN et c'est une alliance. Et donc ces bases-là permettent de pouvoir intervenir s'il y a un problème à tout moment rapidement. Mais, posons-nous la question, est-ce que c'est le cas en Afrique? Non, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de combat. On n'est pas dans la guerre froide. À quoi servent ces bases? Et du coup, parce que bien évidemment, personne ne sait à quoi elles servent, les gens sont obligés de supputer. Est-ce que ces bases sont là pour protéger nos présidents contre leur population? Si la population veut se lever, ces bases-là vont mater la population? Ou alors, à contrario, est-ce que ces bases sont là pour mettre une pression sur nos dirigeants de telle sorte que s'ils n'obéissent pas aux ordres de Paris, les bases militaires deviennent des instruments de chantage et de pression? Imaginez qu'on ait une discussion et que je sorte mon arme, je la mette là en face de vous. Vous n'avez rien, vous êtes désarmés. On ne peut plus discuter d'égal à égal. À partir du moment où j'ai sorti une arme et je l'ai posée là, je vous intimide et je vous mets la pression. Est-ce que c'est le rôle que jouent les bases militaires en Afrique vis-à-vis de nos dirigeants? Un moyen de leur mettre la pression. Voilà pourquoi certains pays se refusent formellement à ce qu'il y ait une base militaire chez eux. Parce que ça peut être perçu comme un moyen de pression sur les dirigeants du pays. Donc, le problème avec les bases militaires africaines, c'est qu'il y a une opacité dessus qui fait que personne ne sait à quoi elles servent. Quel est leur objectif? Qui a voulu qu'elles soient là et qu'elles soient surtout maintenues aujourd'hui? Ces bases, pour la plupart d'entre elles, sont le résultat de la décolonisation. À l'époque, effectivement, on avait peut-être besoin, mais est-ce qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, on a encore besoin d'une base au Sénégal? Est-ce qu'on a encore besoin d'une base en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a besoin d'une base au Gabon? Et si tel est le cas, si on a besoin, ça doit être discuté. Ces pays ont des parlements, ont des assemblées nationales, ces sujets doivent être mis sur la table et les gens doivent comprendre pourquoi nous avons besoin d'une base militaire, pour combien de temps. Par exemple, dans le cadre du Mali, il y a eu bien évidemment une discussion de se dire on a besoin d'une base et on en aura besoin peut-être pendant 10 ans, 15 ans, j'en sais rien moi. Ou alors pour atteindre un objectif, faire partie du terrorisme. Mais il y a un objectif qui fait qu'on sait pourquoi ces gars sont venus. Et donc on peut dire au bout d'un certain temps, vous savez quoi les gars, on n'est pas satisfait des résultats, partez. Mais parce qu'il y a un objectif, alors on peut évaluer la pertinence de la base. Donc les bases dans nos pays sont vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi quand on est dans la ville, on voit des chars passer parfois avec des soldats français dessus? Pourquoi? Si vous vous rappelez d'ailleurs, c'est il y a quelque temps, un cortège militaire français avait été stoppé entre le Niger et le Mali. Les populations étaient sorties dans la rue pour dire mais on ne veut pas que ces bases, on ne veut pas que ces militaires traversent notre pays, traversent nos villages. On n'en veut pas. Parce que les gens ne comprennent pas à quoi servent ces bases. Les gens ne comprenant pas à quoi elles servent, ça crée de la crispation et ça crée de la tension. Et puis disons-nous la vérité, dans des pays démocratiques qui se respectent, ces sujets-là devraient être discutés. Dans nos pays aujourd'hui, ce n'est absolument pas discuté. Et donc, ça laisse la place à tous les fantasmes possibles. Les gens sont libres d'imaginer tout ce qu'ils veulent au sujet de ces bases. D'ailleurs, écoutez vous-même ce que des spécialistes disent sur un média en France quant à ce qui s'est passé pour l'arrivée des bases au Mali. Pas révéler des secrets ici, mais le déclenchement de l'opération Serval, la lettre du gouvernement malien, putschiste d'ailleurs, appelant l'armée française, elle n'a pas été totalement rédigée à Bamako. Bon, on le sait bien, toi, moi, on sait ça. Donc c'est plus complexe que ça. Vous entendez? Il est dit très clairement par des spécialistes. Là, on est dans une discussion avec un général d'armée qui dit que, avec son collègue, qui dit que la lettre par laquelle le Mali demandait l'arrivée de la présence militaire française sur son sol n'a même pas été rédigée au Mali. Elle aurait été rédigée par une main en France. Quand ce genre d'informations sont publiques et qu'elles arrivent au niveau des populations, comment voulez-vous qu'elles soient prises? Comment voulez-vous qu'elle soit prise? Quelle population ne va pas être en colère d'apprendre ça? Quelle population?
Deuxième sujet, le franc CFA. Le franc CFA, il n'y a plus grand-chose à dire dessus. C'est une monnaie issue de la colonisation que beaucoup de pays africains ont encore aujourd'hui en commun et sur laquelle ils n'ont pas le total contrôle. Et donc forcément, ça crée beaucoup de lubies, beaucoup de fantasmes et beaucoup de gens veulent se séparer de ça. Malheureusement, cette monnaie est encore présente dans une forme qui rappelle aux Africains la colonisation. Nos dirigeants, pour certains d'entre eux, au moins en Afrique de l'Ouest, sont parvenus à la conclusion de dire qu'il fallait se débarrasser de cet outil, de le remplacer par l'éco. Ce n'est pas encore fait de manière opérationnelle et le contenu même de l'éco laisse à désirer. Donc voilà un autre sujet de grande tension. Certains spécialistes, des économistes éminents comme Kakuna Bukpo, le Togolais, disent que cette monnaie est un frein au développement du continent africain. Donc du coup, vous avez des bases militaires qui sont là, armées, dans le pays. Vous avez une monnaie à laquelle on prête tellement de choses, parmi le fait qu'elle serait un instrument qui ne faciliterait pas pour les pays l'enrichissement, vu qu'on n'a pas la pleine maîtrise de cet outil-là. Et ça, c'est quelque chose qui cristallise énormément de tensions. Et ce n'est pas tout. Troisième élément, vous avez l'assassinat de Kadhafi. Je pense que l'assassinat de Kadhafi a été un élément qui a été vécu de manière traumatique par beaucoup d'Africains. Qu'on l'aime ou pas, beaucoup d'Africains ont considéré que l'assassinat de Kadhafi avait pour volonté de nuire profondément au continent africain, parce que Kadhafi avait beaucoup de projets panafricains. La création d'une monnaie unique, par exemple, qui a été quelque chose qui gênait énormément. On estimait que le fait que Kadhafi veuille sortir du dollar, de la dépendance du dollar en créant une monnaie comme ça peut être celle des BRICS aujourd'hui, a été son péché fatal. Et ça, clairement, ça a choqué. De voir comment la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au travers du Conseil de sécurité, il faut le préciser, a attaqué la Libye au point de faire tuer Kadhafi comme un malpropre, a profondément choqué les Africains. D'autant plus qu'à ce niveau-là, même les dirigeants, les leaders africains étaient absolument contre. Tout le monde était contre. Ça n'a pas empêché, à cette époque-là, la France, au travers de son président et des Nations Unies, de jouer ce triste rôle. Mais vous voyez, les gens n'ont pas retenu que c'était passé par l'ONU. Hein. Non, ils ont juste compris que c'était un subterfuge par lequel le président français a voulu éliminer un chef d'État africain. Et ça, bien évidemment, ça a continué d'asseoir dans la tête des Africains le fait que la France peut venir et tuer qui elle veut en Afrique, comme elle veut. Quatrième point, dans la même logique, les assassinats des présidents et des leaders indépendantistes africains. Vous vous rappelez certainement tous l'assassinat de Félix Moumié en Suisse par un agent secret français qui l'avait empoisonné au thallium. Vous vous rappelez de ça? Ça a fait un tollé énorme. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup de leaders indépendantistes qui se battaient pour les indépendances ont vu sur leur chemin la France, l'armée française, les dirigeants politiques français qui leur ont barré le chemin et pour beaucoup d'entre eux se sont fait assassiner avec le concours, si ce n'est pas de manière directe, indirecte, de la France. Le cinquième point, c'est l'ingérence dans les choix des dirigeants africains. Beaucoup de dirigeants africains, malheureusement pendant longtemps en tout cas, avaient besoin de l'aval de Paris. Oui, vous avez bien entendu. Il y a des pays dans lesquels, avant de nommer un ministre, on devait aller s'assurer que Paris valide le profil de ce ministre. Plusieurs articles, plusieurs écrits confirment ce que je dis là. C'est versé, il y en a plein sur Internet. Comment donc peut-on avoir confiance dans un partenaire s'il a une telle emprise sur nos pays? Ce n'est juste pas possible. Comment expliquer à des Africains que leur choix de dirigeant soit fait par un pays étranger? Au moment des indépendances, on le sait tous, dans beaucoup de nos pays, la France avait des dirigeants qu'elle voulait au pouvoir. Et comme j'ai dit précédemment, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éliminer toute opposition. Le Cameroun est un très bel exemple de ça. En mettant le président Haïdjo au pouvoir et en s'assurant derrière qu'il n'avait aucune opposition. C'est historique ce que je dis, ce sont des faits historiques. Avec ça, bien évidemment, on a créé dans l'inconscient le fait que la France ne nous veut pas du bien en fait. Les dirigeants français ne nous veulent pas du bien. Ils refusent que ceux qui veulent se battre pour notre indépendance et notre autonomie soient au pouvoir. Ils les éliminent, les assassinent et ils mettent plutôt des personnes qui vont leur être plus ou moins favorables. Sixième point de grief, l'omniprésence des entreprises françaises dans les économies africaines. Dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, la Société Générale est l'une des meilleures banques. Total est la première société dans les mines et pétrole. Les assurances, on a AXA qui a un très gros rôle. Les brasseries avec Castel, les cimenteries avec Lafarge. La France s'est arrogé les meilleurs business
dans les pays africains au travers de ces multinationales. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, dans la majorité des pays francophones, les plus grosses entreprises appartiennent à la France. Et donc, bien évidemment, ça pose problème. Parce qu'aucune économie au monde ne peut se développer en étant basée, en comptant sur des multinationales. Ce n'est pas possible. Donc, on a établi un schéma qui rend quasi impossible le développement endogène de nos économies. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le milliardaire nigérian, Aliko Dangote, lors d'une interview, avait parlé de ça. Il disait que ce qui est problématique dans les pays francophones, c'est que leurs économies sont détenues par leur ancien colonisateur, la France. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Dangote. Il sait de quoi il parle. En disant très clairement que le problème des économies africaines, c'est qu'elles sont détenues par les anciens colons. Au Nigeria, c'est différent. Quand vous prenez le classement des hommes les plus riches d'Afrique, dans le top 5, vous avez 2-3 Nigérians qui sont, dans leur pays, parmi des gros leaders. Venez au Nigeria, les télécoms, ce sont des Nigérians. La cimenterie, c'est Dangote. Enfin, dans les principales grandes industries, vous avez des Nigérians qui sont en poste et qui mènent le lead. En Afrique francophone, ce n'est pas le cas. Donc, on a le sentiment que nous sommes asphyxiés économiquement par des entreprises qui viennent d'ailleurs. 7e élément qui découle de celui-là, une volonté de maintenir les pays africains dans une dépendance misérable. Il y a plusieurs choix qui ont été faits au moment des indépendances, comme ceux que je viens de citer, qui avaient pour but de faire de l'Afrique juste un endroit de consommation et pas de production. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de pays africains, on a du pétrole, on finit de forer, on extrait le pétrole, on l'envoie à l'étranger pour le raffiner. Ensuite, on le renvoie chez nous pour qu'il puisse être utilisé comme carburant. Vous comprenez l'absurdité de ce mécanisme? Tu as du pétrole chez toi, on le sort de terre, on l'envoie ailleurs, en Occident, on le traite là-bas et on te le renvoie chez toi. C'est un non-sens. Ce qui fait que beaucoup de pays africains qui ont du pétrole, c'était d'ailleurs le cas du Nigeria, et c'est pour résoudre ça que Dangote vient de construire une méga raffinerie à 20 milliards de dollars. Parce qu'il en avait juste marre de ça. Marre d'un système dans lequel un gros pays comme le Nigeria, avec toute la population du Nigeria, avec tout le pétrole qu'il y a au Nigeria, est contraint de devoir sortir son pétrole, l'amener à Paris, amener en Occident, ailleurs, le traiter avant de le ramener sur place. Mais ça, quand on établit ce genre de mécanisme, on est en train d'établir des mécanismes qui ne permettent pas le développement. Et c'est pour ça que vous allez voir que les pays africains, en réalité, ne transforment pas leur matière première. Parce que pendant longtemps, on a créé des systèmes dans lesquels nos économies devaient juste être des consommateurs et pas des créateurs de richesses. 8e point, les coups d'État. La France est impliquée dans beaucoup de coups d'État en Afrique. Au moment de Foccart, enfin, je pense que les histoires sont très nombreuses. Pour ceux d'entre vous qui ne les connaîtraient pas, je vous invite à écouter le podcast d'Alain Foccart qui parle de ce sujet-là. Vous allez vous rendre compte de l'histoire de nos dirigeants, de l'implication de la France à ce moment-là. Il y en a juste beaucoup trop, beaucoup trop. Des cas dans lesquels on a vu la France intervenir, soit pour faire, soit pour défaire un dirigeant. Vous avez les Bokassa, il y en a plein comme ça de dirigeants africains qui ont été en bisbille avec la France et qui l'ont payé très cher. Et ça, bien évidemment, les Africains s'en souviennent. 9e sujet, qui je pense est quand même important à rappeler ici, et c'est bien abordé dans ce livre, mais aussi dans un autre livre de Thomas Deltombe, c'est la guerre au Cameroun. La guerre au Cameroun, je pense que c'est un point crucial. Parce que la France-Afrique, quand vous lisez bien ce livre, vous vous rendez compte que la France-Afrique, son premier terrain expérimental s'est fait au Cameroun. Et la guerre au Cameroun est l'un de ces éléments-là qui font très mal dans la relation. Parce que pendant très longtemps, la France a renié cette guerre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas officiellement reconnu cette guerre. Je me rappelle encore de François Fillon, quand il était Premier ministre de France, qu'il arrive au Cameroun. Quand on lui a posé des questions par rapport à la guerre, il a dit il n'y a pas de guerre, il n'y a jamais eu de guerre. La France n'a jamais fait de guerre en Afrique. Au Cameroun, ça n'existe pas du tout. Quelques temps après, François Hollande, président de la République, arrive au Cameroun. On lui pose la même question et François Hollande dit oui, il y a eu des choses, effectivement. Donc François Fillon, Premier ministre de France, veut dire qu'il ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Non, il y a juste une volonté de nier les faits. De nier les faits. C'est comme si on ne te prend pas la main dans le sac, tu nies. Et donc, ce genre de situation, bien évidemment, est de plus en plus dégoûtante pour les Africains. Mais il y a eu une guerre, des centaines de milliers de personnes sont mortes, et aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a jamais rien eu. C'est quand même très grave. Tout ça contribue à avoir du ressentiment. Et puis, bien évidemment, le 10e point, c'est le plus récent d'ailleurs, que j'ai mis dans cette liste-là, c'est l'exemple typique de la contradiction que l'on peut avoir dans la politique française. C'est la succession au Tchad. Le président français, Emmanuel Macron, qui pourtant a rompu quand même avec beaucoup de symboles de la France-Afrique. Il a touché plein de chantiers. Il est allé quand même au Rwanda.
pour reconnaître que la France avait eu un rôle qui n'était pas positif dans la crise. Ce que personne n'avait fait avant lui. Je veux dire, le président Macron allait beaucoup plus loin que tous ses prédécesseurs. Il a augmenté l'aide au développement pour les pays africains. Il a commencé la restitution des œuvres d'art africaines. Donc, il a quand même posé des pas concrets pour montrer qu'il y avait une volonté de changement. Eh bien, grande a été la déception au moment de la mort du père Déby de voir que le président français est allé au Tchad, un peu comme pour adouber le fils, Déby au pouvoir. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très bizarre. D'un côté, on reproche aux personnes qui ont fait un coup d'État au Mali, au Burkina, peut-être en Guinée, leur longévité au pouvoir, mais on ne dit rien quand il s'agit du Tchad. Je n'ai pas entendu une seule fois le président français demander qu'il y ait des élections au Tchad, de mettre la pression pour ça. Pas du tout. Au Tchad, on se tait, mais on reproche au Mali, notamment, le fait qu'il n'y ait pas une élection qui soit rapidement faite. Donc, toutes ces raisons, et je sais qu'il y en a d'autres, et je vous demande dans les commentaires de me dire, d'après vous, quelles sont les autres raisons que je n'ai pas citées, mais il y a beaucoup d'éléments comme ça de ressenti qui, cumulés les uns sur les autres, font que les Africains vivent dans leur chair les douleurs de la France-Afrique et n'en veulent plus. Attention, il n'est pas question de dire que si la France n'est plus là, tout va être parfait. Non. Mais au moins, ils sauront qu'ils ont à gérer des problèmes dans leur propre pays, avec leurs propres dirigeants. Et moi, je pense que l'heure est venue, si la France veut vraiment continuer d'être en Afrique, de changer le logiciel. Comme je l'ai dit en début, les Africains n'ont pas de problème avec la France. Je veux dire, les Africains vont en France, ils vont étudier. Ils ont un problème avec la France-Afrique. Ils ont un problème avec tout ce qui est obscur et qui, au final, ne profite pas à la population africaine. C'est avec ça qu'ils veulent rompre. Et donc, si les dirigeants français veulent faire partie du bon côté de l'histoire, eh bien, je pense qu'il faut vraiment changer le logiciel. Complètement. Mais vraiment, hein, c'est pas je fais des petits changements de façade. Non, je change complètement le logiciel. Mais vraiment complètement. Un pays comme le Niger a besoin de partenaires extérieurs. Clairement. Les pays africains ont besoin de partenaires extérieurs. Et la France est un allié naturel dans beaucoup de sujets avec les pays africains. Mais il faut que ce soit fait de la bonne manière, avec la bonne approche. Dans un discours et une transparence qui traduit le respect. L'Afrique francophone est une zone d'influence naturelle pour la France. On parle la même langue. C'est une zone naturelle d'influence. Mais pas de domination. Pas de France-Afrique. Parce que tant qu'on est dans cette logique de dire qu'on va faire ci, on va profiter de ça, ok, ça va être des petits coups qui vont être réussis. Mais sur le long terme, chaque fois que les populations vont avoir une info en plus, parce que ça finit par filtrer, eh bien, ça va davantage créer ce sentiment qui aujourd'hui nous mène dans la situation dans laquelle nous sommes. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez si vous pensez que ça mérite d'être connu. À très bientôt.